Oui, le Punisher reviendra pour une saison 3 sur Disney+. J'ai les premières images et ils ont choisi de nous montrer ce qu'il arrivera le jour où Frank Castle aura complètement éradiqué le crime sur cette terre. Ah oui, parce que c'est le MCU et donc pas trop de violence non plus en tout cas. Il a l'air content, on dirait presque qu'il part en pique-nique. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 361e JT Comics. Est-ce que vous connaissez l'expression « à faire bander un mort » Je ne sais pas quel cocktail de Viagra a pris Stan Lee, mais lui, ça l'a carrément ressuscité et on dirait que sa meuf lui a dit qu'elle n'avait qu'une heure devant elle avant que ses parents ne rentrent. Excelsior, et il est temps pour nous de nous balancer entre les news de la semaine. Bombe verte. La news ciné-série de la semaine, c'est évidemment la suite 10 ans après du film R.I.P.D. qui prouve que Green Lantern n'est peut-être pas la pire des adaptations de comics dans laquelle joue Ryan Reynolds. C'est l'événement, non. Évidemment, je rigole, ça nous intéresse autant que la vie sexuelle en 2022 de Bernadette Chirac, toujours qu'on lui insère des pièces jaunes dans la fente, celle-ci, enfin bref, la vraie couleur de la semaine, c'est le vert, le vert de She-Hulk, dont j'ai adoré le premier épisode, je me suis régalé, de la bonne comédie appropriée, et puis ça pose surtout de bonnes prémices, parce que c'est à la fin qu'on jugera sur pièce, en tout cas, on retrouve l'essence du personnage dans les comics. Alors, petite parenthèse toute verte, eh bien Mark Ruffalo s'est déclaré prêt pour une adaptation de World War Hulk dans le Marvel Cinematic Universe. Ça m'a fait rire puisque c'est un petit peu comme si ma grand-mère se déclarait prête à me faire un nouveau tonton ou une nouvelle tati, et c'est peut-être un poil trop tard, vu qu'ils ont eu l'occasion avec son exil forcé de faire ça, mais qu'ils ont préféré nous montrer son boule dans Thor Ragnarok, à moins qu'ils nous sortent encore un truc de leur poche, mais en attendant, ceux qui sont de sortie, ce sont les trolls tout verts, apparemment une majorité de trentenaires, des milliers, qui sont allés Massa critiqué, un review bombé la série She-Hulk avant même qu'elle ne sorte. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des trolls en disant que c'est une série qui détestait les hommes, comme Marvel en général, tout simplement parce que She-Hulk est une femme, elle a un vagin. Bon, déjà le simple fait que les types s'imaginent que je vais aller regarder les reviews sur l'IMDb avant de choisir ma série du soir, ça en dit long, donc tout le reste, bon, l'autre point soulevé par ces critiques un petit peu trop en avance, c'est que les effets spéciaux seraient complètement dégueulasses, et ça, c'est très intéressant parce que ça vient jouer sur le fait, que ça a été vivement critiqué à peu près par tout le monde dès l'apparition des premières bandes annonces qui n'étaient pas terminées en fait de She-Hulk, et sur le fait que c'est un sujet très sensible puisque de nombreux artistes travaillant dans les effets spéciaux se sont plaints, notamment des cadences imposées par Marvel Studios, des dates butoirs assez irréalisables, sans heures supplémentaires, sans travail de nuit, non payé évidemment, une masse de travail qui mènerait tout simplement au burn-out, à tout ça pour en plus se faire défoncer par les critiques, parce que t'as pas pu faire ton travail dans les bonnes conditions. Marvel songerait à internaliser ces postes d'artistes des effets spéciaux, peut-être pour qu'ils ouvrent un petit peu moins leur gueule que tous les contractuels qui peuvent parler des années après. En attendant, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, et n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires si vous pensez autrement, mais les effets spéciaux ont pu être terminés comparé aux premières bandes annonces, et il n'y a absolument rien qui m'a dérangé, ça m'a pas sorti de la série à un moment où je me suis dit waouh, j'ai l'impression de jouer à ma PlayStation 2, contrairement par exemple à la série Moon Knight où là des fois je me suis demandé dans quelles conditions les artistes avaient pu bosser, donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous avez pensé de ce premier épisode de She-Hulk, et n'ayez pas peur, si vous êtes un homme doté d'un petit bébé Hulk dans le caleçon, vous n'aurez pas envie de vous l'auto-mutiler juste après. 90. C'est marqué partout, c'est bientôt la rentrée, vous le savez, sauf que dans les comics, on dirait quand même que c'est la rentrée de 1990 qu'on s'apprête à vivre. Alors vous le savez, la nostalgie dans la pop culture, c'est une véritable mine d'or, puisque on vient souvent réinventer, recycler de vieux concepts, un petit peu comme en politique, sauf que dans les comics, on a au moins une chance de s'amuser. Les années 90, c'est la fameuse décennie folle des comics, ils ne se sont jamais aussi bien vendus, au point de pousser certains créateurs à créer le label Image Comics, la décennie où les comics n'ont jamais autant été des objets collector avec des dizaines de variantes cover, des comics d'action pure, brute, virile, qui puent la sueur, les muscles et les poches un petit peu en trop sur les costumes. Une vraie Madeleine de Proust pour certains, et Marvel aussi bien que DC proposeront dès novembre des variantes cover qui rendront hommage à ces années 90. Marvel pour célébrer la nouvelle série Extreme X-Men de La Rocca et de Claremont, alors que la première avait été écrite au milieu des années 2000 pourtant, et DC pour célébrer nul autre que la fameuse coupe mulet de Superman, dont le coiffeur a dû être aussi brisé que le dos de Batman après sa rencontre avec l'ostéo Bane qui est là, d'ailleurs la couverture de Nightfall qui a été réinventée pour un détective comics, c'est le grand retour d'Azrael
Azrael également, qui a remplacé Batman pendant une petite période de temps jusqu'à ce qu'il devienne complètement timbré. C'est aussi le retour de certains costumes iconiques, celui de Wonder Woman tout en jean, celui de Catwoman, hein, qu'on a vu sublimé par Tim Sale également. On a des poses de héros aussi bien en solo qu'en groupe à la Rob Liefeld, qui lui-même réalise une variante sur Deadpool évidemment. Et vous avez Black Adam qui a plein de poches sur son costume, peut-être pour y stocker les muscles de Dwayne The Rock Johnson, hein, bref. Et les années 90 ne sont pas de retour qu'en surface, puisque l'équipe de Brandon Choi et Jim Lee revient dans une nouvelle série des Wildcats par Matthew Rosenberg et Stephen Segovia. Hein, cette fois, ils seront mis face à la cour des hiboux et également sur une série du DC Black Label face à Amanda Waller. Chez Marvel, c'est bien beau de jouer à Pac-Man et d'avaler toutes les licences, mais si Mickey veut les conserver, il faut bien qu'il les utilise, c'est la loi, et c'est pour ça que Marvel s'apprête à publier les 4 premiers chapitres des séries les plus emblématiques du label de l'éditeur CrossGen, qui a été fondé en 1998 et qui proposait de la science-fiction, de la fantasy. Est-ce que ça va rentrer dans une logique de grand retour, d'inclusion dans l'univers Marvel, ou est-ce que l'on ne va plus en entendre parler pendant 5 ans, qui est le délai légal où ils peuvent ne pas l'utiliser, on verra. Retour chez DC qui se sont pris pour Nintendo, ils se la jouent Pokémon avec un hommage au récit iconique qui va fêter ses 30 ans, la mort de Superman, et on dirait que Doomsday a évolué, hein. Doomsday est devenu Doombreaker, alors beaucoup plus gros, énorme, il a 4 bras, donc peut-être qu'il y aura moyen de négocier avec lui, 300 litres de crème Nivea, 400 rouleaux de sopalin et paf, tu nous embêtes plus, en attendant. C'est Superman, père et fils, qui vont devoir affronter ces ardeurs. On pense aussi à ce nouveau crossover entre Spawn et Batman, ça nous ramène en 1994, où il y en avait déjà eu 2, qui seront d'ailleurs réédités pour l'occasion, reliés dans un seul et même volume, ça va faire tous partie des meilleures ventes de cette fin d'année. Et puis alors, Geoff Johns, hein, lui, nous ramène directement beaucoup plus loin, dans les années 1940, avec un nouvel âge d'or, hein, l'âge d'or des comics, hein, et une nouvelle série sur la Justice Society of America, hein, donc dessinée par Michael Ranin, niveau oculaire. On est bon, hein, il va même nous proposer une nouvelle série sur le personnage de Stargirl qui, elle, par contre, a été créée par ses soins à la fin des années 90, qui sont coriaces, hein, d'ailleurs, puisque même quand on ne veut pas d'elle, eh bien, elle s'impose. Je ne comprends plus la Warner, HBO Max, Discovery, hein, puisque ils ont décidé de ne plus diffuser sur HBO Max la nouvelle série animée Batman, hein, qui serait la digne héritière et qui serait même plus royaliste que la reine. La Reine, c'est la série animée de 1992, hein, ça sera par Matt Reeves, Ed Brubaker et Bruce Timm, donc les meilleures personnes sur le job. Et parfois j'ai l'impression que le boss de la Warner, comme ça, il prend ses décisions avec, vous savez, les petites boules qui vous disent soit oui, soit non, soit peut-être. Hein. Le type, il doit avoir 8 ans et demi, le roi soleil, hein, et quand on lui demande est-ce qu'on met en chantier une nouvelle série Batman avec les meilleurs scénaristes et les meilleures équipes possibles pour le faire, tac, il se secoue la boule comme ça, ah oui, 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 puis 1 an et demi plus tard, après que ça a été annoncé, est-ce qu'on continue, hein, il se secoue la boule, ah ben non, finalement non, bien dommage. Mais là où c'est à la fois fou et rassurant, hein, c'est que la série va pouvoir être distribuée par un autre diffuseur, un Netflix, peu importe qui. Hein. Alors la Warner, si vous aimez pas faire de l'oseille, dites-le, hein, ça sera plus clair. Matériaux bruts. Et puis dans le reste de la plus pure actu comics, on se fait un petit point journal du X, hein, avec le futur des X-Men que Marvel effeuille. Alors soit les mutants vont se mettre à faire des reprises de The Police, soit ils sont complètement dans la détresse, puisqu'on a ce SOS, donc la réponse ça sera en 2023, hein, et puis alors pour quelque chose d'un petit peu plus léger, hein, prenons des nouvelles du Quatuor Fantastique, hein, dont la nouvelle série sera menée par Ryan North et Iban Cuello. Alors ça c'est merveilleux puisque Marvel vient complètement contredire son teasing qui était bon en plus, hein, il nous a mis une petite boussole, hein. Au nord ils avaient mis scénariste, au sud ils avaient mis dessinateur, hein, donc North ça marche pour le scénariste, mais alors Iban Cuello non. Donc soit Monsieur Sud avait poney, il s'est décommandé, soit Iban Cuello vient d'Andalousie, pourquoi pas, hein. En attendant c'est Alex Ross qui va signer les couvertures, hein, sur lesquelles on peut voir le nouveau costume des 4 Fantastiques, et ça fait quand même pas mal penser à des dessins qu'il avait postés puis rapidement enlevés, c'est ça qui avait un petit peu mis la puce à l'oreille de tout le monde, hein, sur ses réseaux sociaux en 2017 déjà. Est-ce que c'est relié, est-ce que c'est pas relié, on ne sait pas. On ne sait pas non plus la tonalité de la série, on ne sait pas si ça sera fun, mais vu la gueule de Reed Richards sur cette couverture, on dirait qu'il vient de découvrir que sa femme envoyait encore des news à Namor dans de la lingerie en écaille de poisson. Ce qu'on sait en revanche, c'est que North va revenir à des histoires à plus petite échelle, plus contenues, et dans la première, eh bien, Ben Grimm et Alicia seront bloqués dans une boucle temporelle pendant qu'il y a un petit bordel à New York, comme d'habitude. Peut-être que c'est tout simplement Frank Miller qui a explosé l'espace-temps, hein, puisqu'après 28 ans à ne plus travailler pour Marvel, hein, notamment parce qu'il n'avait pas apprécié
le traitement, la résurrection d'Electra, il voulait qu'elle reste crevée mais ce n'était plus entre sa main, et bien il est de retour avec une variante cover de la chose, qui est peut-être aussi une initiative pour mettre en valeur ses propres éditions, Frank Miller Presents, et c'est marrant puisque sa dernière couverture qu'il avait faite pour Marvel avant celle-là, et bien il y avait aussi la chose dessus, mais en mode caillou un peu plus poli, quoi, Bruce Willis. Et DC rivalise en coupant la poire en deux puisqu'il nous présente un duo qu'on a longtemps attendu puisqu'il s'agit du projet du Black Label de Marc Silvestri qui nous avait été présenté en 2018 mais sur lequel il travaillerait depuis 10 ans. Ce projet, c'est une alliance, l'alliance entre le Joker qui est complètement enragé puisqu'on lui a enlevé Harley Quinn et qu'il souhaite la retrouver, et Batman qui lui a les mains complètement pleines puisque à Gotham City il y a des créatures grimées en Joker qui coupent des têtes, et il y a le commissaire Gordon qui lui aussi a été enlevé. Et il a reçu un bout du commissaire Gordon, et donc s'il est un petit peu mal en point, surtout quand on sait quel genre de bout aime couper le DC Black Label depuis l'affaire de la Bat-Tub, tant pis pour le mini moustachu du commissaire. Et puis enfin celle-ci, c'est pas Nikos qui va la présenter, mais comme dans celle du grec, il y aura des morts, des cris et des SOS, la Arkham Academy va ouvrir ses portes par Denis Culver et Hayden Sherman. C'est, on va dire, un programme qui va permettre à des jeunes un peu durs de Gotham City de rentrer dans le droit chemin. Ça va être plein de nouveaux personnages et c'est dessiné par Sherman, donc on est bien. Et puis alors, chez les indépendants, pas mal de petites futures pépites encore et toujours, notamment le Spy Superb de Matt et Charlene Kint, dans laquelle on verra une organisation qui va manipuler un idiot utile à faire une mission sans qu'il le réalise, sauf qu'il va finir par le réaliser et s'imaginer que c'est un agent dormant et le meilleur espion du monde, John Wick qui rencontre Wes Anderson. Seule son incompétence crasse va pouvoir déconcerter ses ennemis et le sauver. En revanche, une qui est très compétente, c'est Gertrude d'I Hate Fairyland qui revient dans une nouvelle série. Cette fois elle est adulte mais elle va devoir retourner dans le monde de Fairyland où elle a été prisonnière pendant très longtemps. Et en plus c'est par son papa, c'est par Scotty Young. Brian Michael Bendis et Jacob Edgar vont étendre l'univers du Jinx World en proposant une série qui s'appelle The Ones, donc sur fond de multivers. Ça va réunir tout plein de personnes à qui on a dit dans leur temporalité qu'ils étaient des élus destinés à sauver leur univers, sauf que non, il y a un seul véritable élu dans tout le multivers et eux ils vont se mettre en quête de le trouver. Et enfin, l'éditeur Opus Comics poursuit son initiative de raconter les histoires derrière les peintures sublimes du grand Franz Frazetta, et après la dark fantasy pour Death Dealer, ils se mettent à la science-fiction. Ils racontent, ça sera Jodie Hauser et Monsieur Campbell qui vont raconter l'histoire de Dawn Attack, et cette femme qui apparemment a très mal compris l'expression, elle a entendu téton d'Achille, puisqu'apparemment elle n'a pas peur de se faire tirer ni dans le ventre ni dans les cuisses. On aura toutes les réponses en novembre. Vous vous souvenez de la dissection des grenouilles en SVT, et bien là c'est Grant Morrison qui fait pareil avec son œuvre sur la plateforme Substack, qui a su attirer les créateurs de comics comme des mecs nus en impair essayer d'attirer les maternelles dans leur camionnette, sauf que là ça finit beaucoup mieux, on apprend plein de petites choses croustillantes. Grant Morrison parle du patron d'Alan Moore, donc forcément ça m'intéresse. Vous savez qu'il existe une rivalité entre les deux, alors elle remonte à longtemps, à l'époque où justement Grant Morrison a été embauché pour faire des comics aux États-Unis. C'est Karen Berger, l'éditrice, et ses équipes qui cherchaient des British, des Britanniques, pas pour leur faire le petit-déj, ça c'est sûr, mais pour leur reproduire l'effet Alan Moore, qui cartonnait avec son Swamp Thing. On a demandé à Grant Morrison de faire ça avec le personnage d'Animal Man sur 4 chapitres, c'est ce qu'il a fait, ok, et puis quand on lui a dit ça marche bien, fais-nous-en un 5e, et puis on continue, il a plus trop su quoi faire, et en tout cas ce qu'il savait c'est que ça le saoulait d'imiter Alan Moore et qu'il a voulu créer son propre style, et il a sorti un de ses meilleurs titres, en tout cas quelque chose qui a marqué sa carrière, le Coyote Gospel, Animal Man numéro 5, c'est une dinguerie, c'est ressorti il n'y a pas longtemps chez Urban, donc foncez, 3 niveaux métatextuels pour entre autres dénoncer la violence du monde magique des cartoons pour enfants, donc voilà, il a tué le père, il a tué le patron, il a tué Alan Moore, et les deux depuis par interview interposée s'échangent des petites crasses déviées, comme on dit à Marseille. Et forcément, dès qu'il y a un personnage un petit peu barbu dans une œuvre de Grant Morrison, les gens s'imaginent qu'il en a fait une parodie d'Alan Moore, sauf que lui, il dit absolument pas, non, il est pas fou au point d'avoir fait d'Alan Moore un Père Noël kidnappeur d'enfants pour les faire tourner dans des pornos pédophiles, dans Happy par exemple. Non, il n'a pas fait ça, par contre, il avoue qu'une fois, oui, il l'a fait, que c'était plutôt clair d'ailleurs, c'est dans Seven Soldier, c'est quand il fait les pirates du métro, donc il y a le All Bird, le Two Barb et
le No Bird, qui ça c'est lui, hein, donc le non-barbe, l'imberbe. Ce sont deux grands rivaux pirates, et il dit d'ailleurs hein, que non, contrairement à ce que beaucoup croient, eh bien il ne s'est pas fait gagner lui dans le récit, mais que celui qu'on voit mourir, il est impossible. Ils ont gardé l'ambiguïté d'en déterminer l'identité, hein, que ça vient jouer sur le fait que les récits oraux des pirates sont très imprécis historiquement, et aussi que peut-être que deux vieux rivaux peuvent finir par se ressembler après tout, et c'est de bonne guerre. Lisez, 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 hein, et cette semaine je continue d'éponger la masse de travail que j'ai pris en retard, tout simplement à cause des quelques semaines où j'ai été malade, hein, donc pas trop de lecture, de la trad, pas mal d'autres choses, mais par contre j'ai une wishlist on va dire, je veux absolument maintenant que c'est tout sorti, terminer le premier arc des 5 chapitres du Punisher, du néo-Punisher d'Aaron Adaceta et Jesus Saiz, hein, maintenant voilà on sait, j'avais lu les 2-3 premiers, mais on sait maintenant où il veut en venir et ça m'intéresse énormément. Je vais aussi lire la suite, et je crois que ça sort aujourd'hui, du Detective Comics de Ramvi, hein, où on voit Batman un petit peu fatigué. Donc maintenant c'est à votre tour de me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, hein, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Ça me va droit au cœur. Je lis aussi tous vos messages, hein, puisque vous pouvez réagir sur YouTube, dans les commentaires. Je lis chacun d'entre vous, j'essaie de répondre au plus grand nombre, sauf quand j'ai beaucoup trop de travail, hein, sur les réseaux sociaux aussi, c'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis 7 ans maintenant, puisque ça fait 7 ans l'anniversaire de la chaîne, c'est tout bientôt là. Et quoi de mieux comme cadeau que de continuer ce qu'on fait. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, j'espère que Dutroux n'a pas YouTube dans sa cellule, mais on a besoin à l'approche de la rentrée de mignonnerie. Regardez-moi ces deux enfants en cosplay de She-Hulk et de Daredevil. Alors là, s'il y a des diabétiques, à préparer les piqûres d'insuline, parce que ça fait monter le diabète, je vous le dis.